Je me disais que ça allait passer après. D'accord. Ça s'est aggravé, elle ne dormait pas. La nuit, ça passe, et la nuit, elle ne dormait pas. Une semaine après, c'est devenu la journée comme la nuit, elle ne dormait pas. Et quand on arrive là, le médecin dit, mais heureusement que vous êtes vite arrivé, mais on va faire l'effort, on va voir si on peut le maintenir en vie. Bonsoir à tous. L'émission du jour promet d'être très émouvante. Nos invités ont vu la mort emporter leur mère, leur époux ou encore leur fils. Ce traumatisme, elles le portent encore, cette douleur est toujours vivante en elles et elles ont accepté de venir partager leur peine sur ce plateau. Partager non seulement pour se libérer, mais aussi partager pour saluer la mémoire de leurs disparus. Nous allons faire au mieux avec Niki pour les accompagner aujourd'hui. Bonsoir chez vous et bienvenue dans le club. De retour sur le plateau du club, je vous ai déjà annoncé les couleurs de l'émission. Nos invités sont déjà installés, Madame Niaouré, Madame Traoré et Madame Sangaré. Bonsoir à toutes mesdames et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Déjà, première question, comment allez-vous? Comment ça va chez vous, au plus profond de votre cœur? Très bien, merci. Chez moi, ça va. On commence par Madame Niaouré. Madame Niaouré. Ouais. Madame Niaouré, donc de ton côté, tout va bien? Ça va bien, merci. Ok, et est-ce qu'on peut se présenter? Je suis Patricia Niaouré. Je suis animatrice, présentatrice et productrice sur une chaîne privée de télé. Super. D'accord. Ok, donc c'est notre concurrente en gros. C'est notre collègue. Non, je suis votre collègue. C'est notre collègue. Alors, Madame Niaouré, donc Ah oui. tout va bien chez vous. Et donc, de mon côté, à ma droite, on a Madame Sangaré. Donc, comment allez-vous? Je vais bien. Très très bien. Oui, Ou ça va pas trop, Ça mais va, on essaie ça de va. faire semblant devant la caméra. ça va. Alors, Madame Sangaré, qui es-tu? D'où viens-tu? Je suis Sangaré Fatoumata, 10 ans, en quête d'emploi. D'accord. Vous avez déjà votre CV, on va peut-être déposer Oui. Ah, Fatoumata, faut dire. Chez la RH. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as étudié? C'est le J'ai moment. étudié le tourisme, hôtellerie, C'est restauration. bien ça. Ok. J'ai fait un peu de stage aussi dans une agence de voyage. D'accord. Donc, tu es en quête d'emploi. Oui, oui. Et à ma gauche, Moi, c'est Traoré Aminata. Je suis de la commune de Yopougon, Wassakara. De formation, je suis enseignante. Et actuellement, je suis en formation à l'ENS pour monter de grade. Parallèlement, je fais de la cosmétique. Cosmétique bio, cosmétique réparatrice. Et je fais un peu de maquillage aussi. vous avez un salon? Non, pas de salon, mais en ligne. D'accord, super. En tout cas, la maîtresse, c'est pas de Yopogo. À quoi bas? Et Niki, comment vas-tu? Ah, je vais super bien, hein, tu sais. Ben écoutez, on est là pour parler d'un sujet assez sensible. Mais on va rester plutôt dans de bonnes énergies parce qu'on pense qu'on a déjà dépassé cette étape-là. C'est bon pour vous? Hein? Ok. Alors, de qui êtes-vous venu parler aujourd'hui? Donc, pour Madame Sangaré, Aujourd'hui, je suis là pour parler de ma mère. de ta mère. De ta mère. Et pour vous, Moi, je suis là pour parler de mon fils. de votre fils. D'accord. Moi, je suis là pour parler de mon ex-conjoint, le père de mes enfants. D'accord, ok. Alors, moi, je vais laisser libre choix, d'accord? Qui a envie de commencer, qui a envie de s'exprimer, qui se sent capable, là, maintenant, tout de suite, Qui se sont prêts de commencer à donner son témoignage. C'est une discussion entre CP, donc... Madame Niaouré, par la Merci elle a déjà remarqué Elle qu'elle a a sympathisé plus dans les facile doses, donc du coup... à- Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok. Fatoumata, donc On on t'écoute. t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Raconte-nous tout. Ce jour-là, bon, je commence par la maladie ou directement le jour. La Tu peux maladie. commencer par la maladie. Au tout début. Disons, c'était une dame de 38 ans. D'accord. Elle était mariée, mais dans son mariage, elle n'avait pas d'enfant. J'étais un enfant de son ex-mariage. D'accord. D'accord. J'avais Tu maintenant peux 18 légèrement ans. hausser la voix, comme ça on peut... ouais. J'avais maintenant 18 ans. Donc, elle s'est dit il fallait qu'elle fasse un autre enfant. Elle part voir un médecin et lui dit qu'elle a une maladie appelée le fibrome. D'accord. D'accord. Donc, elle décide de faire une opération. Elle part, elle fait l'opération, ça va. Une semaine, on fait les pansements, ça va. 2 semaines, ça va.
Mais après, ça reprend avec les maux de tête. La nuit, elle ne dort pas. Elle pleure. J'étais seule à ses côtés au début. Elle pleure, je suis là. Je pleure aussi parce que, étant jeune, un peu... Quel âge à cette époque-là? J'avais 18 ans. Est-ce que tu comprenais un peu la situation? Au départ, je me disais que c'était une maladie. Peut-être que la migraine, c'est à force de prendre les médicaments. Je me disais que ça allait passer après. D'accord. Ça s'est aggravé, elle ne dormait pas. La nuit, ça passe, et la nuit, elle ne dormait pas. Une semaine après, c'est devenu la journée comme la nuit, elle ne dormait pas. Ça dégradait. Donc, j'ai demandé à mes tantes de m'assister parce que la nuit, elle ne dort pas, la journée, pareil. Moi, je ne comprends pas, je comprends pas. Toi, en ce temps-là, tu faisais quoi? Tu étais étudiante? J'étais encore élève, je venais de passer mon bac, donc j'attendais le résultat. Okay. D'accord. Elle était là. Donc après, ils ont vu que la situation, ça s'aggravait. On décide d'aller au CHU, chose que moi j'avais peur au début parce que... On connaît la réputation. Au CHU, trop de décès. On sort pas, tout ça. J'étais sortie même. Quand je rentre, on me dit que ma mère, elle allait au CHU. J'ai paniqué, j'ai eu peur, mais bon. Après, je suis allée, je l'ai vu. C'est qui te l'a annoncé? Un tonton, mon oncle. D'accord. Après, je suis allée à l'hôpital, j'ai vu ma mère. Elle était couchée, bon. Elle souffrait, mais elle essayait de, pour ne pas que je pense trop, de me faire rigoler. Elle me faisait faire des histoires, elle me disait que je serais bachelière. Elle m'appelait comme ça, bachelière. Je me disais que non, elle allait guérir, c'est ma mère, elle ne peut pas mourir. Donc, c'est comme ça, mes tantes, mes tontons, mes camarades m'ont assisté, essayaient de me faire oublier. Mais la nuit, là, mes camarades étaient là. On causait, moi j'étais devant la porte, on causait et tout. Après, elles m'ont dit qu'elles allaient rentrer. Je suis allée les accompagner à la porte. J'ai même dit que Dieu fasse qu'on ferme la porte pour qu'elles puissent venir passer la nuit avec moi. Parce que, étant seule ici, avec chaque soir, il y a des morts, tu ne dors pas. Donc après, voilà, j'essaie de me coucher, je vois ma mère comme si elle cherchait, à respirer le vent, le souffle. D'accord. Donc, j'ai paniqué, j'ai couru pour appeler le docteur, il me dit qu'il arrive. Je reviens, je vois ma mère, c'est trop... Elle faisait des efforts. Je cours encore, je vais appeler le docteur, il me dit qu'il arrive. Cette fois, il est venu, mais j'ai vu ma maman, je ne l'avais jamais vue comme ça. Et après, bon, le docteur, il m'a dit, comme s'il savait, il m'a dit, il a prescrit un médicament d'aller acheter. Je ne voulais pas au début. Il m'a dit d'aller acheter une fois, j'ai hésité. Deuxième fois, j'ai hésité. Une troisième fois, il a crié. Donc, j'ai paniqué. Je suis sortie de la chambre. Donc, dès que je suis sortie, maman, elle a rendu l'âme. C'est comme si maman, elle avait déjà rendu l'âme. Mais le docteur, il me disait de sortir. Parce que déjà, il lui avait branché les trucs au nez. Au début, je ne voulais même pas, au nez, à la main. Il m'a juste dit de sortir pour pouvoir retirer ça tranquillement parce que je n'allais pas accepter. J'allais dire qu'il essaye toujours que parce qu'elle était vivante. Donc quand je suis sortie, je suis rentrée. Il y avait ma grand-mère. Elle commençait à pleurer, mais je me disais non, maman est toujours vivante. Donc c'est le docteur, moi j'ai fixé le docteur et puis il me dit, le docteur me regarde et puis il remet sa tête comme ça. Comme si, bon, je ne sais pas s'il a crié en ce moment, mais je ne m'entendais pas. D'accord. J'ai vu ma maman, c'est comme si elle dormait. J'ai sauté sur elle. J'ai crié son nom. J'ai essayé de voir si elle respirait toujours, mais ce n'était pas le cas. J'ai réalisé qu'elle était décédée, mais je me disais que c'était un rêve au début. Au départ, il me disait que c'est faux, donc elle ne peut pas mourir maintenant. Donc j'ai hurlé, j'ai pleuré. Après, les parents sont venus. Mais après, je n'arrivais pas à dormir. Parce que quand je me couche, j'ai l'impression qu'elle m'appelle en fait. Il y a l'impression un truc m'appelait, je ne sais pas si c'est ma mère ou bien si je me disais souvent qu'elle était toujours ta présence. Voilà, je me disais qu'elle était peut-être en colère contre moi. J'ai rien pu faire pour la sauver. Tout ça m'empêchait au début de dormir. Il arrivait même que je devenais violente avec tout le monde à la maison. On me parle, on me dit un truc, je devenais violente. Tu es nerveuse? Nerveuse, tout m'énervait. Parce qu'au départ, je me responsabilisais. Je me disais que c'est à cause de moi que ma maman était décédée. Parce qu'elle voulait avoir un autre enfant pour me compléter. Mais après, combien de temps est-ce que tu as fait à l'hôpital avec elle? Parce que tu as dit dans ton témoignage tout à l'heure que tu étais à son chevet et tout. De sa maladie à sa mort, 40 jours. On a fait, à l'hôpital, on a fait 4 jours. 4 jours? Oui, 4 jours. Tout le reste, c'était à la maison.
Tu étais à la maison. Et là, ça fait combien de temps qu'elle est décédée, ta maman? Bientôt 6 ans. Bientôt 6 ans. Waouh. Et tu en parles toujours avec cette même émotion-là du premier jour parce que ça se sent. Ah, C'est douloureux. franchement, Yako. Est-ce que tu as pu surmonter cette étape-là, cette épreuve difficile jusqu'au jour d'aujourd'hui? Est-ce que tu penses que tes émotions ont pu changer? Parfois, il m'arrive de parler sans réagir, sans montrer d'émotion. Mais après, quand je suis seule, je sens, ou bien quand il y a des situations de joie pour moi, ou bien, par exemple, quand j'ai eu mon BTS là, j'ai l'habitude de l'appeler au téléphone. Maman, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon BPC, mais elle n'était pas là. Donc, ces émotions, quand je suis seule, c'est là que je ressens le plus. Ou quand je suis dans un milieu où tout le monde parle de sa maman, où tout le monde dit, Comme je vais par dire ça exemple à la ma fête mère. des mères. Voilà. Voilà. D'accord. Ah, c'est très compliqué. Est-ce que tu as pu accepter la situation? Parce qu'on dit que peut-être que quand on accepte le décès de quelqu'un, on arrive à passer à autre chose. Est-ce que toi, tu as pu accepter le décès de ta maman? Parce qu'aujourd'hui, je t'entends parler, tu dis, tu regrettes quelque part de ne pas avoir pu la sauver. Mais est-ce qu'au fond, tu aurais pu faire quelque chose? Peut-être pas. Oui. Au départ, c'est ce qu'il me disait, j'étais responsable. Mais après, avec le temps, j'ai vu que ça devait arriver. C'était déjà écrit, c'était son destin. Donc, il faut que je l'accepte. Je ne suis pas la première ni la dernière, donc il fallait que j'accepte. Et aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à tout ça? Parfois seule, parfois seul. incomprise. Donc, justement, est-ce que tu as des personnes dans ton entourage? Tu as parlé de ta grand-mère qui était présente à l'hôpital. Comment est-ce que les gens t'aident depuis que ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Au départ, ma grand-mère, elle essayait de me faire rigoler, mettons, de me faire sortir. Mais après, ma grand-mère, elle aussi, elle est décédée en 2022. Wow. Donc, après, bon, on s'habitue, disons, on s'habitue, sinon la douleur ne passe pas. On s'habitue, on vit avec ça. Pourquoi tu as tenu à vouloir quand même venir sur ce plateau pour témoigner? Parce que je sais que je ne suis pas la seule à vivre cette situation. C'est pour dire aux autres aussi d'essayer de se passer de ça, d'essayer de passer à autre chose. C'est pas facile, mais bon, il faut qu'on passe à autre chose. Parce que c'est la vie. Certains ont perdu leur mère, certains leur enfant, certains leur papa. On a tous perdu un proche. Donc il faut qu'on s'habitue, on essaie de lever la tête, de continuer d'aller de l'avant. Parce qu'on a tous voulu mourir un jour. Donc, voilà. C'est Car, fort. Hein. moi, je tiens à saluer ton courage, parce que c'est clair que c'est pas simple de s'asseoir sur un plateau télé et d'exprimer ce qu'on ressent, de raconter cette histoire qui te touche forcément encore aujourd'hui. Et on a une pensée aussi à ta maman, donc voilà, qu'elle repose en paix. Donc, Madame Traoré, vous m'avez dit aujourd'hui que vous voulez parler d'eux. Ex-conjoint, C'est ça. le père de mes 2 enfants. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'était un jeudi, disons le 25 mai 2017. D'accord. J'étais encore nourrice. Mon fils n'avait que 2 mois, 2 jours Wow. ce jour-là. Et mon mari, la veille, c'est-à-dire le mercredi, il venait d'un voyage. Il était allé au village pour l'enterrement de son oncle, son père adoptif. Et là, il est venu le jeudi, c'était un jour férié, je me rappelle, c'était la fête de Pentecôte, un truc comme ça. D'accord. On était en train de regarder l'émission ce midi. Et après l'émission, j'ai servi le plat. Et comme à l'accoutumée à la maison, on mange tous ensemble. Je mange toujours avec lui. Et la petite qui n'avait que 3 mois, ma première fille qui n'avait que 3 ans plus tôt. Et le petit garçon qui était encore bébé. Donc, quand on a fini de manger dans le même plat, on a même rigolé parce qu'il y avait un poisson qui traînait là. Je guettais le poisson et il me dit, mais prends le poisson, je te connais. Je sais que c'est le poisson que tu attendais. Il dit, ah, toi-même tu sais. Donc j'ai pris le poisson, j'ai mangé. Il y a le petit garçon qui est en train de pleurer. Il a pris le petit garçon qui n'avait que 2 mois. Il le baissait. Et il y a la petite qui avait ses 3 ans qui devait faire le lendemain, c'est-à-dire le 26. C'était son bal de fin d'année à l'école maternelle. Donc j'étais en train de lui faire les chions là. Et
quand il a fait dormir le petit, il me dit, bon, ton fils là, c'est toi seul, tu sais comment tu peux le faire dormir, le faire coucher pour qu'il puisse bien dormir. Donc viens prendre ton fils, tu vas le faire dormir. Donc j'ai pris le petit, je suis allée le faire coucher dans son berceau. Et là, mon ex-conjoint, mon mari en son temps, me dit qu'il a soif, il s'en va sur la table à manger, il prend de l'eau, il boit. Quand il a fini de boire l'eau, moi je continue à tresser la petite. Il me dit que lui ne sait pas, mais il a des douleurs dans les muscles des bras, des deux bras. Dans les articulations des bras? Non, les douleurs dans les muscles, ce n'est pas les articulations, c'est dans les bras. Ok. J'ai dit, bon, c'est peut-être c'est normal parce qu'en venant, tu as envoyé 2 sacs de riz de 50 kilos. Donc 100 kilos, c'est normal que tu aies ce truc parce qu'il y a longtemps que tu ne soulevais pas ce genre de poids. Il me dit, suivez-moi. Au moment où il va finir de parler, et il vient se tendre dans le fauteuil en même temps qu'il tombe. Aïe. Donc j'ai quelqu'un qui n'avait jamais fait ce genre de truc. Donc il est tombé, je n'ai pas vu ça en plaisanterie. C'est vrai qu'on plaisante tous les jours dans la maison, mais je n'ai pas vu ça en plaisanterie. Donc j'ai laissé la petite et puis je suis allée directement, je lui ai dit, mais chérie, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je le retourne, je le vois en train de convulser. Oh là là. Une petite fille, en ce moment, en 2017, je n'avais que 27 ans. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir avec quelqu'un qui est en train de convulser devant moi. Tout mon réflexe, c'était d'essayer de lui faire un massage cardiaque, quelque chose que je ne maîtrisais pas. Je ne savais même pas comment ça se faisait parce que je voyais à la télé, mais je n'ai jamais fait. Donc, j'essayais d'appuyer sa poitrine pour qu'il puisse réagir. En même temps, je criais. Je disais au voisin, voisin viens, mon mari est en train de mourir dans ma main, qu'est-ce que je vais faire? Le voisin aussi, c'est une cité. Le voisin a entendu et la servante qui a couru pour aller l'appeler. Quand le voisin est venu, il dit, mais le voisin, il a quoi? Il dit, voisin, viens. Pendant ce temps, j'étais encore sur lui en train de le masser. Le massage cardiaque. Je criais, mais mon chéri, tu t'en vas, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'était déjà trop tard, c'est ce que j'ai compris. Après, c'est ce que j'ai compris, c'était déjà trop tard. Jusqu'à ce qu'on aille chercher un taxi pour le mettre dans la voiture. J'étais dans le taxi, et il avait la tête, j'ai mis la tête sur mes pieds. Je faisais tout pour parler avec lui, mais apparemment c'était trop tard. Il ne réagissait pas? Il ne réagissait plus. Il ne réagissait même plus. Donc, quand nous sommes arrivés à l'hôpital, le personnel soignant, ils ont vu que c'était tard. Donc, ils ont commencé à parler avec le voisin. Heureusement, moi, j'avais son téléphone. Comme je connais le code de son téléphone, en même temps, j'ai appelé ma marraine qui était en son temps mon témoin de mariage. Et puis, lui, son témoin de mariage aussi, qui était son ami. Je les ai appelés les deux. Ils disent, venez, hein, ce qui se passe là, moi, je n'ai jamais vu ça avec lui. Il est tombé et puis il ne réagit plus. Bon, le personnel soignant, ils étaient en train de causer avec le voisin. En même temps, les autres sont arrivés parce que c'est une petite ville, la ville de Toumoudi. C'est une petite ville, donc les gens sont venus rapidement. Et on ne savait pas comment m'annoncer la nouvelle. Oh là là. On ne savait pas comment m'annoncer la nouvelle. Et donc là, tout le monde tournait en rond. Voilà, tout le monde tournait en rond. Et puis je disais au personnel, mais allez vous occuper de lui. Il est couché là, vous ne lui apportez pas de soins. Vous voulez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il savait que c'était trop tard, mais moi, j'espérais toujours. Et le voisin vient me dire qu'on a besoin de draps pour l'hospitaliser. Il dit, bon, si c'est les draps, il n'y a pas de problème. Tu vas à la maison, tu dis à la servante de donner des draps. Il dit, non, allons à la maison ensemble. Donc, j'ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Comme dans tous les cas, la servante ne rentre pas dans la chambre. Il n'y a pas de souci, allons, je vais prendre les draps. Et en allant, mon dernier réflexe, je suis allée vers lui et j'ai touché ses pieds. Ses pieds étaient encore chauds. Donc, j'avais toujours l'espoir que l'âme n'avait pas encore quitté le corps. Je ne savais pas. J'avais toujours l'espoir, en fait. Donc, quand on est arrivé à la maison, c'est là que j'ai compris que le stress fait beaucoup de choses. Nourrice, qui avait les seins qui étaient vraiment remplis de lait, ce jour-là, en quelques minutes là, les seins étaient vidés. Le petit pleure parce qu'il a refusé de prendre le biberon depuis la naissance. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de lait dans les seins. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc quand j'ai pris, je suis rentrée dans la maison
J'ai dit au voisin, bon, j'ai pris les draps, allons à l'hôpital. Il me dit non. Et quand il passait, puis on avait une petite moto là, il a enlevé la clé de la moto parce qu'il savait que j'allais prendre la clé pour partir. Donc il a enlevé la clé de la moto, il est parti. J'ai dit, mais qui a pris la clé? On ne retrouve pas la clé. Et j'ai une amie, la femme de son ami, qui était à mes côtés. Elle m'a dit, reste tranquille, sûrement que ça va, il va revenir à la maison. Il dit, moi j'ai un mauvais pressentiment. Chez nous les musulmans, c'est difficile de voir le père avec tout un staff à la maison chez sa fille qui est mariée. Mais ce jour-là, mon père n'est pas venu. Il a envoyé mes oncles avec quelques imams. Et mon maître de corps coranique aussi était là. J'ai dit, mais Moualim, depuis que moi je suis mariée, toi tu n'es jamais arrivé chez moi. Même pendant le baptême, on est parti faire le baptême de l'autre côté. C'est là que tu es arrivé, tu as fait quelques minutes et puis tu es parti. Il me dit, mais va prendre ton voile, tu vas mettre sur ta tête. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Il y a ma fille de 3 ans qui a suivi. Bon, je me dis qu'elle savait que je n'étais plus moi-même. Donc, elle rentre dans la chambre, elle va prendre mon voile pour me donner. Je suis assise, les vieux musulmans viennent avec leur cérémonial, tu sais, dans la vie. C'est nanani, c'est nanana, c'est Dieu qui fait tout. Est-ce qu'en ce moment-là, tu comprenais un peu la situation ou tu te doutais de rien du tout? J'avais toujours l'espoir, en fait. Okay. J'avais toujours l'espoir. Parce que pour moi, c'était trop facile. Oui, en fait. vu comment ça s'est passé, tu accueilles ton facile. mari qui revient, vous mangez, vous papotez, et puis un À coup la comme base, ça, il n'y il avait tombe. rien, quoi. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. Ah. Donc, quand il a commencé, il me dit, ne pleure pas. Il dit, mais pourquoi je dois pleurer? Il dit, ah, que tu as envoyé ton mari à l'hôpital, mais il n'a pas survécu. Et j'étais là, je voulais pleurer, on me dit de ne pas pleurer. Et ma fille de 3 ans qui me dit, maman, ne pleure pas, hein. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu là, essaie. Et puis elle me dit de ne pas pleurer. Oh là là. Donc, j'ai pas pleuré. J'étais un peu choquée, j'étais beaucoup choquée. Donc, j'avais même plus de lait dans les seins. Le petit garçon qui pleurait, tout était mélangé en fait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est à moi que cette situation arrive? Oh là là, franchement, Bon. Yako encore. Merci. Et ça fait combien de temps que ça s'est passé? Depuis 2017 2017. 2017. Oui, oui. Et ensuite, comment tu as annoncé à tes enfants? Est-ce que ta fille, quand elle te disait ne pleure pas, elle était consciente de ce qui se passait? Je pense pas. Je pense que, parce que après, quand ma grande soeur est venue, elle a dit à ma grande soeur, elle dit, mais tanti, papa est tombé, on l'a envoyé à l'hôpital. Papa est tombé ici, on l'a envoyé à l'hôpital. C'est tout ce qu'elle disait. Wow. Donc, moi, j'étais là, j'avais des idées noires dans la tête, franchement. J'avais des idées noires. Je dis, mais pourquoi c'est à moi, c'est arrivé? Les jeunes, moi aussi, je suis jeune. Pourquoi? C'était déjà fait. Tant de questions. Tu avais quel âge à questions. l'époque? J'avais que 27 ans. 27 ans. 27 ans, elle a dit. Et pour le bébé de 2 mois à 2 l'époque, mois, oui. comment est-ce que tu as fait pour qu'il ait un bout de son papa au fil des années? Est-ce qu'il a pu connaître son papa au travers de toi quand même? Bon, Une photo? c'est difficile. Il y a les photos. J'essaie de lui... Bon, franchement, je peux lui dire merci parce que mes enfants ne sont pas trop des enfants qui posent assez de questions. Je voyais quand même ma fille, elle réclamait un père parce qu'elle était déjà habituée à lui. Elle réclamait un père parce que quand elle sortait pour aller jouer avec ses amis ou bien à l'école, certains lui rappelaient qu'elle n'avait plus de père. Donc quand elle venait, elle pleurait. Et un jour, on était en train de prier, on a fini de prier, je lui ai demandé de faire des doigts, des bénédictions. Et elle n'a pas voulu parler à voix haute. Après, quand on a fini, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Elle me dit, maman, je suis en train de demander à un papa. Oh là là. Il a dit, mais tes oncles sont là? Il dit non. Elle dit non, c'est pas la même chose. Que quand je vais jouer et que je m'approche des papas des autres, on me dit que c'est pas mon papa, qu'il d'aller chercher mon papa. Donc elle était lésée. Moi, ça me faisait mal. J'étais seule. Je jouais en même temps le père et la mère. Bon, ça m'a durci de caractère. Je suis devenue beaucoup plus dure avec les enfants. C'est l'erreur que j'ai commise peut-être.
Non, mais c'est le moment d'interpeller aussi d'autres parents et d'autres enfants. Hein. Si vous avez des petits camarades, des amis qui n'ont pas de papa ou qui n'ont pas de maman et tout, vous ne savez pas ce qui se passe chez eux. Donc, ce n'est pas la peine d'être méchant. Et aux parents aussi de bien encadrer les enfants. Parce que ce genre de situation-là, c'est désolant, c'est peinant de dire à un enfant que tu n'as pas de papa. Tu ne sais pas dans quelles conditions la personne n'a pas son parent. Donc, s'il vous plaît, essayez d'être un peu humain de temps en temps. C'est très important. Parce que derrière, il y a des familles qui souffrent. Alors, moi, j'avais quand même une petite question. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu as pu refaire ta vie? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Oui, oui. D'accord. Et comment ça s'est passé? Bon, tout est grâce. Hein. Tout est grâce. Il a compris ta situation? Est-ce qu'il t'aide un peu? Oui, il m'aide beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire qu'il a remplacé carrément le père des enfants. Aujourd'hui, quand je demande à mon fils est là, il me demande, mais maman, pourquoi moi je m'appelle Siloué et puis papa lui s'appelle Koné. Je dis, c'est parce que ton papa qui t'a donné ce nom n'est plus là, il est avec Dieu maintenant. Donc c'est le nouveau papa que Dieu t'a envoyé. Je dis, ok, mais j'aurais voulu porter le nom de Koné. Je dis, on ne peut pas faire ça chez nous. Donc je lui dis merci aussi parce que c'est pas facile de supporter une femme seule avec 2 enfants. C'est vraiment un grand homme. Je lui dis merci beaucoup. On lui dit merci aussi parce qu'il a un cœur. Il a un cœur. Parce que quand on voit un peu la polémique sur les mères célibataires, sur les réseaux sociaux, là, vous voyez, souvent, là, on n'a pas envie d'être célibataire en étant maman. Il y a des situations de la vie qui arrivent. Regardez un peu le cas de cette dame-là. Donc, franchement, merci à cet homme-là qui prend soin de toi, voilà, et des enfants. Un grand merci. Alors, moi, la même question hein, que Sangaré. Pourquoi aujourd'hui vous avez tenu à témoigner et à faire cette émission, d'être aujourd'hui sur le plateau du club? Bon, mes amis, mes proches, déjà, ils savent un peu ce que j'ai vécu. Bon, il y en a aussi à qui j'ai jamais eu, qui ne savent pas. Et quand je vais sur la toile, parce que je fréquente beaucoup la toile, je vois des mères aussi qui ont été scellées de cette manière-là. Qui en souffrent aussi. Voilà, qui en souffrent. Et ça me fait beaucoup de peine. C'est vrai que c'est difficile. Surtout, moi, je dis Dieu merci parce que j'arrivais à m'en sortir avec mon boulot. Même, quand bien même qu'au moment où il décidait, j'étais encore stagiaire. Donc, je n'avais pas d'argent. Mais grâce à ma famille, j'ai survécu. Et grâce à Dieu, je continue. Aujourd'hui, un homme pour moi, c'est vrai que l'homme a sa place dans ma vie. Parce que vous voyez avec les enfants. Mais grâce au travail, je ne dépends plus de personne. Je peux m'en sortir. La preuve, j'ai fait 6 ans et plutôt 7 ans. Je me suis débrouillée avec mes enfants. Donc je dis à ces mères célibataires de ne pas désespérer. Et d'attendre aussi, d'être beaucoup patiente. Parce que quand on perd un conjoint comme ça, il y a toujours ces vautours-là. Désolée pour le thème, mais il y a toujours ces vautours-là qui rôdent autour. Eux, leur mission, c'est pas de faire du bien. De faire du bien, c'est juste pour gâter. Parce que peut-être que le gars l'a abordée quand elle était encore célibataire, elle n'a pas accepté. Maintenant qu'il voit qu'elle est veuve, elle est fragilisée, il va venir prendre pour lui et puis il va s'en aller. Il y a plein de cas comme ça. Moi, j'ai échappé à beaucoup de cas comme ça. Il y a des gens qui sont venus et Dieu merci, je ne suis pas tombée dans le jeu, je ne suis pas tombée dans le piège. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Il faut vraiment faire attention et puis savoir se relever surtout. Voilà. Alors, Madame Niaouré, je sais que vous êtes encore sous l'émotion. On va passer à une petite pause publicitaire, comme ça le temps que vous récupérez encore un peu, pour quelques minutes et on revient juste après. De retour sur le plateau du club, nous sommes toujours en compagnie de Madame Niaouré, Sangaré et Traoré. On a eu donc le témoignage de Madame Traoré et de Sangaré. Donc voilà, et pour le coup, il nous reste Madame Niaouré qui, elle, a beaucoup d'émotions en ce moment. Hein, je pense que ça va beaucoup mieux. Oui, ça va. On retrouve un peu le sourire. Oui, ça va. Allez, donc est-ce que vous vous sentez prête maintenant de témoigner? Oui, je peux le faire. C'est bon, on y va? Oui. De toute façon, on est là, hein. C'est la famille, ne vous inquiétez pas. Donc c'est parti, racontez-nous. Très bien.
D'accord. Déjà, je voudrais commencer par votre question. Pourquoi est-ce qu'on est... En fait, pourquoi est-ce que je viens rendre témoignage aujourd'hui? Il faut dire que mon fils, il est décédé le 10 février 2017 et on l'a enterré le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin. Wow. Et pour moi, depuis son décès, en fait, j'arrive pas à lâcher prise. J'arrive pas à lâcher prise. J'arrive pas à vivre avec. C'est vrai que je suis quelqu'un de jovial, mais j'arrive pas à vivre avec. Tu n'as pas encore accepté? J'ai pas encore accepté, oui, parce que c'est clair, un parent ne devrait pas enterrer son enfant. C'est sûr. Il avait quel âge? Il avait 12 ans, il aurait 13 ans en mai. Donc, il était en train d'aller dans ses 13 ans. Et il était major de son école. Il voulait être médecin. Et on s'est revus 9 ans après parce que moi, pour certaines raisons, j'étais allée en Europe. J'ai fait 9 ans. Et quand je suis revenue, il avait 12 ans. Wow. Après, j'ai pu l'avoir avec moi pendant 9 mois. Donc, juste le temps de l'année scolaire. On a fait 2 mois à l'hôpital. Donc, il faut dire qu'on a pu être ensemble comme ça pendant 7 mois. Donc, on a fait 2 mois à l'hôpital parce qu'il souffrait de la fièvre typhoïde. J'étais vraiment seule avec lui depuis le début jusqu'à son dernier jour. Ça a été difficile parce qu'il a été opéré, parce que l'intestin a éclaté. Voilà. Donc, il a été opéré et l'opération, il faut dire que la continuité n'a pas été facile. Parce qu'après, il fallait enlever une partie de l'intestin de côté pour pouvoir lui permettre de dialoguer, parce qu'on lui avait carrément fermé la cuisse. Et c'était autant difficile pour lui que pour moi, parce qu'il me voyait souffrir en fait. Quand même que je cachais, mais il me voyait souffrir. Et chaque fois qu'il me voyait écraser une larme, il me disait « Maman, chérie, ne pas pleurer, je vais guérir. » Et quand je vais guérir, je vais soigner gratuitement tous les enfants qui vont souffrir comme moi j'ai souffert. En fait, on s'encourageait mutuellement. C'est quelqu'un avec qui je passais beaucoup de temps parce qu'on dormait pratiquement sur le même lit, vu toute la distance, le temps d'éloignement. Donc voilà, on était très trop proches. On dormait carrément l'un dans les bras de l'autre. Et c'était trop difficile ce qu'on était en train de vivre là. Donc aujourd'hui, je fais ça vraiment pour tout ce monde-là, pour lui, pour moi, pour ses frères, pour lui rendre hommage et dire à ses frères que c'est le moment qu'on le laisse réellement partir en fait. Voilà, parce que on le tient encore. Ceux avec qui j'arrive à partager cela savent un peu la douleur que... Il y a certaines personnes, je ne vais pas évoquer les noms ici, mais certaines personnes croient. Je me dis, non, j'ai tout fait pour le maintenir en vie, j'ai tout fait pour qu'il ne soit plus malade en fait. J'ai tout fait et je voudrais vraiment m'adresser à ces personnes-là. J'ai tout fait pour le maintenir en vie. Si l'argent pouvait maintenir quelqu'un qu'on aime en vie, mon fils serait en vie. Mais j'ai tout fait, c'est juste que certainement c'était la décision du Seigneur. Voilà. Donc, quand il commence la crise, je suis au travail en ce moment, j'étais à Divo. Et c'est là qu'il partait à l'école avec son frère. Donc quand j'arrive, d'habitude quand j'arrive tard, quand je finis tard, il m'attend, il mange avec moi, on dort ensemble et tout. Et ce jour, j'arrive, il est pratiquement 22h30, je ne le vois pas, il n'est pas venu ouvrir le portail. Donc je demande à ses frères, puisque j'avais aussi des protégés à la maison, mais il est où? On me dit non, ça fait au moins 10-15 minutes, il est dans les toilettes, il ne sort pas. Et comme il était constamment constipé, je me suis dit que bon, c'était ça en fait. Donc j'attends 10 minutes, 15 minutes, je ne le vois pas sortir. Donc je pousse les toilettes, mais c'est Fass, qu'est-ce que tu fais dans les toilettes depuis? Mais c'est pas possible ce que j'ai vu. Il avait déféqué partout. C'est-à-dire, excusez-moi, hein, c'était vraiment, il avait sali partout. Il était arrêté, il avait peur de sortir en fait, de peur que je ne le gronde.
Et dès qu'il m'a vu, il a commencé à trembler. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, maman, je n'arrive pas à retenir c'est qui est là. Donc, je cours, je vais prendre un pagne, je lui mets là comme une couche et je vois que ça ne va pas. Donc, j'appelle mon patron à qui je dis vraiment merci avec mes collègues parce que ce sont eux vraiment qui ont été là avec moi durant tous ces moments. Je leur dis vraiment merci. Et mon patron, il arrive là, il nous emmène à l'hôpital. On lui fait les premiers soins, mais ça continue, il vomit, il continue à déféquer et tout ça, tout ça. Et le lendemain, le médecin qui l'a suivi en fait, est descendu. Et c'est celui qui est arrivé. Jusqu'à 11 h, je vois qu'on ne s'occupe plus de l'enfant. Je vais vers lui, je lui demande, mais je ne vois plus personne s'occuper de l'enfant et tout. Donc, il me demande le nom, je lui dis tout. Il va regarder dans les papiers. Il me dit, mais c'est un faux traitement qu'on lui a donné. Et dépêchez-vous d'aller à tel hôpital, sinon, vous ne serez pas là jusqu'à demain. Je lui dis, mais comment ça, un faux traitement? Non, il s'est trompé selon ce que l'enfant présente, ce n'est pas le traitement qu'il devait donner. C'est quoi ça? Ok. Donc, du coup, mon patron nous reprend. On part à l'hôpital général. Et quand on arrive là, le médecin dit, mais heureusement que vous êtes vite arrivé, mais on va faire l'effort, on va voir si on peut le maintenir en vie. Ce jour, je n'avais que 2000 francs sur moi. Je n'avais pas d'argent. Et on me demande de le faire opérer d'art pour qu'on puisse le sauver. Je n'avais pas d'argent. Alors, c'est mon patron qui va voir le directeur de l'hôpital en son temps, à qui je dis aussi merci. Et puisque j'étais de la radio, il a ordonné qu'on nous donne les médicaments et que je puisse payer après. Le tout faisait, je pense, 400 et quelques mille. Donc, on a pu prendre les médicaments, on a payé ce qui était dehors, toujours avec mes collègues, ce sont eux qui ont cotisé, qui m'ont donné l'argent et tout, et on a payé les médicaments. L'opération de l'enfant s'est faite, j'étais juste là, à la porte du bloc opératoire. J'étais là, j'étais seule, assise sur le banc, avec une jeune fille que je venais juste de connaître. Elle m'a dit, maman, je ne peux pas te laisser seule. Elle est restée avec moi jusqu'à ce que je lui dise merci aussi. Ils sauront se reconnaître, oui, je ne vais pas dire de merci. non. Donc, c'est comme ça qu'on a pu opérer l'enfant et j'ai pu payer les médicaments petit à petit. On est resté dans, je veux dire, dans cette mouvance-là pendant 1 mois et demi par là. On était toujours à l'hôpital. Wow. Et l'enfant, la plaie a commencé à s'infecter. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais la plaie vraiment était en train de prendre une autre ampleur. Donc du coup, un jour, on va pour les soins. Je ne voulais pas qu'il se voie dans le miroir, parce que le jour qu'il s'est vu, il ne se reconnaissait pas. Maman, c'est moi qui suis devenue comme ça. Je dis non, tu es encore mignon. C'est normal parce que tu es malade, tu as maigri. Donc on finit là, on part pour les soins. C'est-à-dire, il avait tellement de douleur qu'il a commencé à crier, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Maman, j'ai fait quoi à Dieu? Pourquoi est-ce que je dois souffrir comme ça? Je suis désolée. Là, je n'ai pas pu tenir. Oh my God. On va aller pour une petite pause publicitaire et on revient juste après. De retour sur le plateau du club, donc on avait le témoignage de Madame Niaouré, qui est très 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 difficile. On est là pour vous soutenir, pour vous rassurer. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous et je suis sûre et certaine que vous avez des parents, des familles, amis qui sont aussi là pour vous. On a écouté aussi également le témoignage de Madame Sangaré et Madame Traoré. On va vous laisser continuer. D'accord. Moi, juste pour reprendre un peu de couleur. Alors, une nuit, et c'est quelqu'un qui aimait beaucoup prier, qui aimait vraiment la parole, parce qu'il était déjà porte-parole des enfants
de l'école du dimanche à l'église. Et il aimait vraiment prier. Et chaque fois, on priait ensemble et tout. Et je lui disais qu'il va guérir. Et c'est lui-même finalement qui me remontait le moral. Bon, je vais guérir, ne t'inquiète pas, je vais guérir. Et on était dans on va dire, dans cette mouvance-là. Quand une nuit, je partais à la prière, ma mère était venue. Merci beaucoup, maman, pour le soutien. Si tu me regardes, merci beaucoup parce que j'ai caché vraiment que l'enfant était malade. J'ai caché tout ça à maman parce que je ne voulais pas qu'elle souffre aussi de tout ce que j'étais en train de subir là. Donc elle est amant et elle a su que quelque chose n'allait pas en fait parce qu'en général, j'aime pas partager mes moments douloureux pour ne pas vraiment faire un poids sur autrui. Et elle ne m'a rien dit. Elle a pris le transport, elle est venue à Divo sans connaître la maison. Et quand elle était à la gare, elle me dit « je suis à la gare ». Parce que je sais que si je continue comme ça, tu vas continuer à me dire que ça va. Pourtant, dans ta voix, je sais que ça ne va pas. Et c'est comme ça que je lui indique la maison quand maman est arrivée, qu'elle a vu l'enfant. Elle me dit « mais Patty, c'est tout ce que tu es en train de vivre et tu me caches ça ». Je lui ai dit « en fait, c'est pour éviter ça que je ne voulais pas t'en parler ». Ma mère est restée avec moi à l'hôpital, elle m'a soutenue. Et cette nuit-là, quand je partais à la prière, l'enfant me dit « maman, ne me laisse pas seule ». Je lui ai dit « non, tu sais que je ne vais jamais te laisser seule. Je vais juste faire la prière et je reviens ». Et je suis partie. C'est là où je m'en veux, peut-être que je n'aurais pas dû. Quand je reviens, son corps a commencé à être glacé, je n'ai rien compris. Il me dit « maman, viens te coucher à côté de moi ». Donc je viens, on s'attrape comme d'habitude. Et je lui dis « je suis là, t'inquiète pas ». Mais pourquoi ton corps glace? Il avait commencé à délirer. Donc je vais appeler les filles de salle qui étaient de garde pour qu'on m'appelle un médecin. Et il faut dire que tous les jours, j'étais dehors à des heures tardives en train de chercher des médicaments s'il n'y a pas. Donc, et là, il fallait lui mettre du sang dardard, mais il n'y avait pas de sang. Donc il fallait aller chercher un remède de sang. Non mais je suis sortie peut-être, je ne sais même pas comment je suis sortie, en train de sillonner toutes les pharmacies de garde de Divo, trouver le médicament de sang. Quand je suis revenue, il est tombé dans un petit coma. Donc il fallait tout de suite là nous évacuer à Gagnoa. Je n'avais pas d'argent. Et j'ai dit qu'on me laisse quand même l'ambulance. Je pourrais payer, en tout cas je pourrais payer, mais pour l'instant, il faut que l'enfant soit évacué. C'est là que j'appelle son père et qu'il m'envoie un peu d'argent. Paix à son âme, on vient de le perdre le mois passé. Alors, on part à Gagnoa. À Gagnoa, je n'ai pas fermé les yeux. 10 jours sur 10 qu'on a passé à Gagnoa parce qu'il était en réanimation. Et là, puisque je connaissais carrément son, on va dire, sa prise en charge, donc tout ce qui composait la prise en charge, quand il fait telle crise, je sais qu'on doit lui donner ça. Et quand j'arrive, on veut lui administrer quelque chose que je sais qu'il ne doit pas prendre. Donc je dis, non, si on fait ça, voici ce qui va arriver. Le médecin s'est fâché, il a dit que je vais lui apprendre son travail. Je lui ai dit, non, je ne veux pas lui apprendre, mais je sais que si on fait ça, il y aura tant. Malheureusement, c'est ce qu'ils ont fait. Et le cas de l'enfant a commencé à s'aggraver. Après, ils ont voulu rattraper. Mais là-bas, les parents restent carrément dehors et les enfants, enfin, les patients, voilà, à l'intérieur. Donc, chaque fois que je venais le voir, même pour les 10 minutes ou 5 minutes qu'on me donnait, je sentais que l'enfant enflait. Et à Gagnoa, chaque jour était égal à un minimum de 50 000 francs. Par jour. Par jour. Les médicaments de base, 50 000 francs, sans compter ce que vous pourrez payer par jour. Ni même la salle de non, réanimation. Non, ce n'est pas y compris. Wow. Donc, du coup, l'enfant est de l'autre côté, mais je ne peux pas fermer les yeux parce que je sais un peu comment il est en train de souffrir. Je sais, ça me perturbait, je ne pouvais pas fermer les yeux. J'étais chaque fois en train de prier, chaque fois en train de prier. Et quand tu es là, tu sens quelqu'un qui sort là, qui est en train de pleurer, mais tu te dis, mais et pour moi, comment il est là-bas et tout. Un jour, son père vient nous rendre visite. C'est quelqu'un à qui on avait appris à être fort. Donc, quand il a vu son père, il a voulu se jouer les... Et je lui ai dit non, laisse tomber. Ce qui est sûr,
papa est là, il est venu te voir. Et quand son père lui a dit, tu sais que je t'aime, il n'a pas pu parler. Il lui a fait un geste. C'est fort. On est sortis, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et je pense que c'est parce qu'ils ont vu que ça n'allait pas qu'on nous a libérés. On nous a donné un traitement à suivre quand on est arrivé. On m'a dit de partir avec lui à la maison et qu'on reviendrait en fait pour les soins juste, le temps juste qu'ils prennent le traitement. Le 3e jour, quand on nous libère, il n'arrivait pas à manger. Même pour boire l'eau, c'était difficile. Donc, il pouvait prendre la mie de pain, mais vraiment En petite quantité. insignifiant, carrément. Mais quand il mâche, c'est comme de la viande qu'il est en train de mâcher. Et quand je lui dis non, fais un effort de prendre au moins un gros bout, il me dit, maman, tu sais que je ne peux pas. Si je pouvais, j'allais le faire. Ok. Donc ce jour, je lui dis, bon, prends au moins ça pour me faire plaisir. Comme ça, je ne vais plus pleurer. Donc il prend le bout de pain, il mâche. Et il ferme les yeux. Il me dit, maman, où je suis en train d'aller là, est-ce que c'est loin? Je lui dis, mais Coco, je l'appelais Coco. Je lui dis, mais Coco, tu vas où? On est là, tu ne vas nulle part. Il dit, mais je suis en train de marcher, je n'arrive pas. Et c'est là que je dis au Seigneur, si c'est le dernier jour de mon fils, je voudrais un signe. Parce que je ne peux pas le laisser partir comme ça. Soit tu me prends à sa place, soit tu m'aides à le maintenir en vie. Mais je veux un signe pour savoir s'il va vivre. Et dès que j'ai fini de parler, le signe s'est fait. Et c'est là que j'appelle mon pasteur, à qui je dis aussi merci, avec sa femme, toute l'église en ce moment. Il était 19h quand on envoie ses forces à l'hôpital. Il est retombé dans le coma. Et je sentais qu'il voulait me parler. Et donc j'attrape la main. Il avait commencé à serrer les dents et ils lui ont mis quelque chose, ne pas que les dents se serrent. Ils ont appelé le médecin de manière vraiment spéciale. Il faut dire qu'ils ont été vraiment bien avec nous. Le médecin est venu. Ils ont tout fait pour le réanimer. Et c'est ce jour que je lui ai dit que je le laisse partir. Parce que je suis fatiguée de le voir souffrir en fait. Et que si je pouvais, je serais à sa place. Mais je ne peux pas. Je le laisse partir pour qu'il aille se reposer. On suppose que c'est là que... Et c'est là que le lendemain, à 10h, c'est moi qui ai constaté sa mort. Et on l'a enterré le 14 février. Voilà. Oh, franchement, on ne sait pas quoi dire. Vous l'aurez constaté. Sincèrement, désolée. Franchement, le Yako même, ça ne peut pas suffire pour effacer la peine que vous ressentez en ce moment, ça on le sait. Et tout ce que moi je peux dire actuellement, c'est que Dieu qui a permis que cet enfant-là soit dans ton sein, que lui seul trouve la force à te donner pour que tu puisses faire ton deuil. C'est très difficile ce que tu ressens actuellement. Et c'est valable aussi à vous toutes, hein, mesdames, que Dieu vraiment trouve la force de vous faire passer outre de cette situation-là. Nous, on tient quand même à saluer votre courage, à toutes les trois et à vous aussi, Madame Yaouré. Aujourd'hui, c'est peut-être un jour pour vous, un nouveau départ, on va dire ça comme ça. Vous pourriez... Je ne saurais même pas comment vous le dire. Je te comprends, Antonella, tu sais plus. C'est tellement difficile, je le sais, mais moi, ce que je veux vous dire, c'est juste, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous n'êtes pas seul même tout court parce que vous avez de la famille, vous avez des amis. Qui
Tout le monde est là pour vous. C'est pas facile, c'est même très difficile de perdre déjà un être. Et en plus de ça, un fils. Ou même une maman, ou un conjoint. Que leur âme repose en paix. Et qu'on puisse avancer. Voilà, et puis n'oubliez surtout pas que ces personnes-là que vous aviez dans votre vie, à toutes, chacune, ont été fières de vous avoir. Je suis sûre qu'il a été fier d'avoir une maman comme toi. Je suis sûre que ta mère, elle a été fière d'avoir une fille comme toi. Je suis sûre que ton mari, il a été fier d'avoir une femme comme toi. Et aujourd'hui, ces personnes-là sont des anges qui sont dans le ciel, sont des étoiles qui veillent sur vous de là où ils sont. Et je sais, en mon âme et conscience, au fond de moi, qu'elles veulent que vous soyez heureuse. C'est clair. Elles veulent que vous soyez heureuse. Ton Donc, fils, il te l'a dit, ça. il ne veut pas te voir pleurer. Oui. Il ne veut pas te voir Plusieurs pleurer. fois. Et je pense que Ouais. si tu es heureuse, il sera forcément heureux pour toi. C'est clair, c'est Donc- clair. Et j'ai, en fait, depuis lors, j'allais régulièrement au cimetière, tous les jours pratiquement. Oui. Et quand je n'y vais pas, c'est comme si en fait, pour moi, c'était une trahison. Comme si je suis allée juste le jeter. Et au fur et à mesure, c'est mon père spirituel qui me disait non, il faut lâche prise, arrête d'y aller parce qu'après, ça me fatiguait et tout. C'est ça. Donc, et après, c'est devenu une phobie. Je ne pouvais plus prendre part au lever de deuil, je ne pouvais plus aller au cimetière, je ne pouvais plus. Et depuis 6 ans, je n'ai pas remis les pieds sur sa tombe. Et là, cette année, je veux le faire. Aller refaire carrément la tombe. Et c'était quelqu'un de propre qui aimait vraiment tout ce qui est beau. Je veux refaire la tombe et lui dire que je ne l'ai pas oublié, mais je le laisse partir. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous avez réussi à vous dévoiler, à en parler. Et c'est ce qui est important. Parce que plus on en parle, plus on arrive à surmonter ces Ouais, étapes-là. c'est clair. C'est le plus important. C'est ça. Bravo et courage à vous surtout. On vous souhaite le meilleur, que de belles choses. Encore de très, très belles choses. Et moi, je suis fière de vous Ils sont aussi tous parce là-haut. Je parie qu'ils sont heureux. C'est clair. Ton fils, il ne souffre plus aujourd'hui. Je pense que... Voilà. Son père l'a C'était retrouvé son le jour. mois passé. C'était son jour. Et puis, je sais que tu seras heureuse. Et Amen. ses frères aussi. Ta maman, elle est tout là-haut aussi. Et elle te regarde, elle t'assiste. Même si tu te sens des fois incomprise, tu peux lui parler à elle. Forcément, elle te comprendra. Et puis, courage à toi. Tu as découvert, tu as pu apprendre à connaître quelqu'un d'autre. Il est toujours dans ton cœur, certes. Mais aujourd'hui, tu es quand même heureuse. Et on vous souhaite que ça. Voilà, c'était très difficile, une émission assez compliquée pour nous, Niki et moi-même. Oui. C'est pas facile, c'est la vie. Il faut qu'on apprenne à la vivre comme ça, comme elle vient. Il faut surtout qu'on apprenne à surmonter ces étapes-là parce que c'est pas la fin. Et voilà, que de belles choses à vous. Et puis on espère vous revoir très très vite. Prenez soin de vous surtout et de votre famille. Merci. Et dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez tout simplement. Oui. Allez, plein de bisous à vous et puis passez une très belle après-midi. Alors, Cephas, il aimait beaucoup dessiner. Il était grand dessinateur d'ailleurs. Il m'a fait plein de dessins. À son honneur, je voudrais réellement organiser, on va dire, un concours de dessin pour enfants sur tout ce qui concerne la salubrité, pour encourager ces enfants-là à garder leur environnement propre et tout cela. Donc, déjà, j'ai trouvé le nom du concours, c'est Code Zorro, parce qu'il s'appelait Zorro Cephas. Et Zorro, vous savez que c'est un dessin animé que les enfants aiment bien. Donc, concours de dessin Zorro. Voilà, ça sera en son honneur. Et à côté de cela, si le Seigneur me permet, je pourrais aussi ouvrir, on va dire, faire une ONG, toujours en l'honneur de Cephas, pour réellement récolter des fonds et aider ces enfants-là qui souffrent de fièvre typhoïde, parce que c'est de cela qu'il est décédé, et soutenir un tant soit peu, les parents. Merci.